Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors, petit rappel avant d'engager notre entretien à toutes et à tous. S'il vous plaît, si notre thématique de ce jour vous intéresse, et elle vous intéresse puisque vous nous regardez en ce moment, un petit abonnement. Voilà, on vous en remercie par avance. Alors, la thématique du jour, le kit de survie, ce fameux kit de survie, enfin le manuel de survie plutôt, qui annonce, qui est censé éclairer sur la réalisation d'un kit de survie. Alors, c'est un incroyable coup de com' voulu, imaginé par l'Élysée évidemment, et réalisé et orchestré par le ministère des Armées, comme si celui-ci n'avait pas des choses plus importantes à faire en ce moment. C'est absolument ahurissant pour qui suit un tant soit peu l'actualité. Il s'agira donc d'un doc d'une vingtaine de pages qui indiquera comment constituer ce fameux kit de survie. Alors, je ne vais pas résister, Michel, à vous citer ce qui est préconisé pour ce kit de survie. C'est une liste à la Prévert. Alors, une radio, pourquoi pas. Des médicaments, alors on parle de Doliprane. Hein, bon. On ne parle pas de pastilles d'iode, par exemple, hein, parce que d'après certaines de mes informations, on serait plutôt en manque, comme à l'époque des masques. Hein, mais bon, ça. Une trousse médicale d'urgence, un couteau Opinel, bah, tout le monde a son couteau aujourd'hui. Quelques boîtes de conserve, des vêtements chauds, alors pourquoi vêtements chauds, une lampe de poche, de l'argent liquide, alors là, de l'argent liquide, 6 litres d'eau, un double de vos lunettes de vue. Alors, le double des clés de votre maison et de votre voiture. Pourquoi pas l'original? Et là, on atteint le sommet et on atteint Prévert. Écoutez bien, je n'invente rien. Des jeux pour occuper le temps. Et les photocopies des papiers d'identité. Voilà. Alors, ce document sera dans toutes les boîtes aux lettres. Alors, pourquoi pas des clips TV, mais ça, je pense qu'on y aura droit. Hein. J'en suis à peu près sûr. Alors, la boîte aux lettres, elle a le mérite de toucher tout le monde. Elle touche le papy au fin fond du Cantal. S'il faut le terroriser, ben voilà, c'est par sa boîte aux lettres, parce que lui ne regarde pas forcément les chaînes d'information en boucle. Bon. Mais je m'arrête là. Parce que c'est votre parole que nous souhaitons entendre aujourd'hui sur ce sujet. Et j'ai envie de vous demander, mais y aura-t-il une limite à l'ignominie de ce président? Eh bien, paradoxalement, nous allons, au cours de cet entretien, beaucoup parler de Carl Jung, médecin et psychanalyste suisse, qui a notamment écrit un remarquable petit livre, L'âme et la vie, qui permet de renforcer le diagnostic psychologique d'Emmanuel Macron, que je me suis efforcé de tracer dans mon livre, dont je rappelle qu'il est toujours disponible sur Amazon, hein, Un président anormal, voilà, la suite, puisque j'ai glissé des commentaires par rapport à la première version. Alors, pour revenir à l'actualité immédiate, j'étais d'ailleurs subitement en train de penser que Sébastien Lecornu, dont on parle beaucoup, est ministre des Armées. Alors ça, je dirais que ça m'a beaucoup choqué parce que moi, le ministre des Armées, dont je me souviens, c'était Pierre Messmer. Et Oui. ensuite, on est passé à un ministère de la Défense, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je dirais que le ministère des Armées peut être considéré comme un ministère belliqueux, voilà, alors que le ministère de la Défense peut être considéré comme un ministère pacifique, voilà, donc au service de la paix et devant évidemment préparer les instruments de la guerre, mais n'en faisant pas une priorité. Voilà, alors je ferme cette parenthèse sur ce chapitre. Bon, alors, encore une fois, il faut repartir du b.a.-ba de M. Macron.
M. Macron ne réfléchit pas avant de parler. Pourquoi? Parce que c'est un mégalothymniaque sanguin qui réagit sous le coup de l'émotion ou d'une grande frustration. Donc, M. Macron est un grand frustré de ne pas avoir réussi à faire entendre raison ni à Vladimir Poutine, ni à Donald Trump, et je passe sur les Européens, bon, qui sont quand même pas dans sa mouvance, je pense notamment à Orban, qui est plus proche de Moscou que de Paris. Voilà, donc il n'arrive pas à gérer eh bien, ce que Jung appelle la part d'ombre. Bon, nous sommes tous porteurs d'une part d'ombre, voilà. Mais la question est de savoir si on la gère ou si on l'enfouit. Bon, manifestement, Emmanuel Macron enfouit, mais sans doute inconsciemment, tout ce qui explique son attitude d'aujourd'hui. Alors, euh, il est quand même dans une opération de rétropédalage dans cette affaire, hein. C'est-à-dire, il commence par dire à peu près n'importe quoi, hein, évoquant une menace russe. Bon, donc une menace russe, ça veut dire une menace physique, hein, une menace qui fait penser à des troupes ou à des chars se présentant sur le Grand Paris. Voilà, donc menace et donc, évidemment, discours de la peur. Voilà. Alors, un certain nombre d'observateurs, et j'en ai écouté encore hier quelques-uns, pas très nombreux, pas très nombreux, hein, qui disaient quand même que la menace, pour le moment, euh, porterait, si menace se concrétisait, sur évidemment ce qu'il y a au plus près de la Russie. Donc, la Pologne, la Roumanie, les États baltes, on peut même y rajouter la Suède. Voilà, la France est très très loin, très très loin. Donc, évidemment, l'idée de voir débarquer des soldats place de l'Étoile et des Français dans leur bunker de survie avec le kit dont vous parlez, bon, qui, soit dit entre nous, est quand même assez grotesque par la composition de ce qui est indiqué. Alors, le principe en soi n'est pas une aberration, mais ce n'est pas une aberration pour les pays qui sont directement menacés. Ceux que j'ai cités à l'instant, en rajoutant peut-être la Suède également, hein, bon, on peut rajouter le Danemark, enfin bon, tous ceux qui sont quand même les plus proches du voisin russe. Alors maintenant, on nous dit, oui, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec un projet de guerre, hein, c'est une préparation au cas où. Voilà. Donc, c'est pour se défendre. Alors, évidemment qu'il faut se défendre. Et pour se défendre, il faut des moyens. Et des moyens d'autant plus conséquents si jamais demain matin, Donald Trump nous disait ben, l'OTAN se retire de cette affaire. Alors, soit dit en passant, rétropédalage aussi de Donald Trump, hein, qui ne dit pas maintenant que les États-Unis vont se retirer de l'OTAN, qui dit simplement ou rappelle que les Européens ne participent pas financièrement suffisamment, hein, à leur propre défense. Mais il n'est plus question de retrait des États-Unis. Bon, mais admettons que les États-Unis se retirent, il faut évidemment des moyens. Voilà. Mais là, on est dans une sorte d'emballement spectaculaire, Mais, hein, de recherche de fonds pour faire une opération qu'on peut imaginer être un surarmement. Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un surarmement? Bon, on a besoin de maintenir nos forces en état, évidemment, de fonctionnement, hein, sur terre, sur mer et dans les airs, mais on est toujours dans une sorte, moi c'est le sentiment que j'ai, d'affolement. Voilà. Donc, oui, un mais pouvoir Michel, affolé. Michel, pour le coup, la surenchère de l'armement, c'est une chose bien particulière. Maintenant, ce dont on parle là, je ne parle pas du kit de survie, je parle du manuel. Le manuel a un seul objectif, en fait, lui. C'est
instaurer la peur dans ce pays. Parce que, attention, il est intelligemment construit, même si la liste du kit que je vous ai proposé est complètement surréaliste et débile. La structure du manuel est très intelligemment faite. Il est centré en premier lieu sur la guerre, hein, c'est clair et net, c'est le premier chapitre. Le deuxième, ce sera les catastrophes naturelles. Bon, catastrophes naturelles, ça permettra, dans le cadre des entretiens, quand on posera la question à Emmanuel Macron, mais vous êtes un va-t-en-guerre, Non, 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 attendez, je parle de la guerre, mais je parle aussi des catastrophes naturelles. Bon, donc, on noie un peu le poisson. Mais alors, le génie, c'est la troisième. C'est la troisième partie, c'est les épidémies. Et là, c'est la piqûre de rappel sur une expérience que tout le monde a vécue, qui a traumatisé le pays entier, qui est le Covid. Donc, on relie ce trauma à la tête de chapitre de ce manuel, qui est la guerre. C'est intelligemment fait. Et le seul but de ce document, c'est d'amplifier la peur dans ce pays pour la survie d'un seul homme, de Emmanuel Macron. En fait, voilà, qui se trouvait politique. Pour revenir à la psychologie, qui se trouvait pour moi, de mon point de vue, hein, moi qui suis ces discours depuis presque 10 ans maintenant, il se trouvait dans un processus d'immaturation croissante. Je crois que c'est pire que ce que ça n'a jamais été. Je l'ai fait encore par rapport à l'affaire Boualem-Sansal, voilà, où il est encore en train de donner des leçons, hein, au président algérien, alors toujours en se comportant à la fois comme un analyseur, hein, un peu à la manière d'un sociologue, hein, et quelque part, il fait des analyses qui sont des analyses sociales, bon, qui tiennent debout, voilà, et mêlant ça à sa position d'acteur, voilà, mais d'acteur sans aucune grille diplomatique, hein, voilà, qui dit encore une fois, voilà, il a dit ce matin, il a mis ce matin des choses que tout un chacun pourrait dire, voilà, mais il n'est pas tout un chacun, il est le président de la République française, voilà. Donc encore une fois, on ne va pas sortir Boualem Sansal de son cachot, hein, par ce type de gesticulation, Alors, voilà, je pense que en bon mégalotimiaque, bon, entre guillemets, c'est un homme, hein, qui est dans la certitude de lui. Voilà. Et là, je reviens à notre ami Jung, qui écrit « Quiconque se complaît à trop de certitude est en vérité plein d'incertitude. » Donc cet homme-là, il est dans l'autocontemplation parce qu'il est dans une sorte de déni de lui-même, de déni de ses insuffisances. Et je redis ce que j'ai souvent dit, le premier adversaire d'Emmanuel Macron, et il n'en a pas conscience, je pense, c'est lui-même. C'est lui-même. Michel, dans ce que vous venez de dire, j'ai noté quelque chose de très grave, de très inquiétant. C'est que vous êtes en train de nous dire, vous qui connaissez le sujet très très bien pour l'avoir étudié et publié cet ouvrage sur ce thème et sur cette analyse, vous dites ça s'aggrave. Donc c'est quelque chose qui progresse. C'est une j'allais dire une maladie. C'est une toxicité qui est en train de progresser. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il reste encore 2 ans. Je veux dire, 2 ans. Quand on voit la vitesse à laquelle ce genre de phénomène s'accumule, hein, Boualem Sansal, le kit de survie, quoi demain, quoi dans... Mais pendant 2 ans encore. Voilà, mais ce qui est, je pense, rassurant dans cette histoire, c'est que Vladimir Poutine, qui lui est un vrai politique, ne prend pas ça au sérieux. Voilà, il ne prend pas ça au sérieux. Alors il donne des coups de griffe, hein, aux gamins
pour lui dire quand même, bon, c'est un peu exagéré, mais je pense qu'il ne prend pas ça au sérieux. Alors, Oui, mais ça, Michel, ce qui est sérieux dans l'affaire, c'est les dégâts sur la psychologie d'une population qui a déjà été largement choquée par la période par la période du Covid. Euh, avec toutes les difficultés matérielles actuelles et prévisibles dans un avenir court, ça en plus, je veux dire, mais c'est un traumatisme monstrueux là, sur mais une je population. pense qu'il faut avoir conscience, et là j'en ai moi de plus en plus conscience. Bon, c'est vrai que j'avais suivi le discours d'Adler, en particulier, hein, parlant le sentiment d'infériorité. Moi, je pense que j'avais négligé le poids de l'infériorité, hein, qui repose chez cet homme. Voilà. Je pense que quelque part, il est dans une logique psychologique d'insuffisance majeure qui fait que, et pour rejoindre encore une fois l'analyse de Jung, qu'il projette ses propres insuffisances sur les autres, quels qu'ils soient, nationaux et internationaux, voilà, hein, pour essayer de s'en libérer. Donc les autres deviennent à ses yeux des boucs émissaires. Voilà. Donc c'est la faute des autres, hein. Voilà. Alors je crois que les insuffisances qu'il porte, hein, et pour reprendre le langage psychanalytique, sont refoulées. Voilà, tout ça c'est refoulé. Voilà. Alors c'est très très grave parce que on ne peut pas, et Jung le dit très très bien, hein, si on n'a pas conscience de ces insuffisances, on ne peut pas les corriger. Voilà. Et pourquoi Macron ne les corrige pas? C'est parce qu'encore une fois, il n'a pas conscience de tout ceci. Voilà. Alors, on ne va pas revenir sur, évidemment, son enfance, sa sexualité, le cas Brigitte Macron. Bon, d'autres que nous s'en chargent à longueur de journaux. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron s'identifie totalement à sa mégalothymia. Il s'identifie totalement. Il en est l'incarnation même. Alors, on pourrait en trouver d'autres, mais enfin bon, voilà. Donc, ce qui fait que quelque part, évidemment, il ne peut pas aimer les autres parce que, au fond de lui-même, inconsciemment, il ne s'aime pas, hein. Et regardez toute cette posture, d'ailleurs la posture militaire. Voilà, on est un homme quand on est un militaire. Voilà, hein, son déguisement en aviateur à certains moments, la tenue de boxeur, voilà, la virilité, voilà, tout ça qui quelque part doit être en suspens dans sa tête. Voilà, et doit le faire souffrir. Il y a aussi un peu la dimension de l'homme du ressentiment de Nietzsche. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça permet aussi de reprendre un point, celui de l'intelligence. Bon, euh, la plupart des gens s'accordent à dire, enfin en tout cas dans le milieu politique, qu'Emmanuel Macron est un être intelligent. Admettons. Alors là, je reviens à Jung qui nous dit que vaut une grande intelligence si elle s'accompagne d'une infériorité morale? Être doué n'est point en soi une valeur si le reste de la personnalité ne marche pas de pair. Voilà. Eh bien, tout ceci, l'insuffisance gomme l'intelligence. Donc, je redis ce que j'ai écrit, hein. Pour moi, Emmanuel Macron n'est pas un homme intelligent. Voilà. Parce qu'il lui manque aussi ce qui fait l'intelligence, la capacité d'adaptation, la rencontre de l'autre. Du Voilà. reste, mais on pourra y revenir sur la définition de l'intelligence et partir du concept d'intelligence artificielle qui nous donne une idée de ce qui est pris aujourd'hui pour l'intelligence. Pour caricaturer, j'ai fait un tweet récemment en balançant une définition de l'intelligence depuis Sarkozy. Enfin, Sarkozy et Macron ont un point commun, une intelligence en commun. Alors, est-ce que l'un avait une véritable intelligence et pas l'autre, je ne sais pas. En tout cas, ça se résume en deux mots. Hypermnésie, ils le sont tous les deux. L'intelligence artificielle, c'est une hypermnésie générale, hein, et le sens de la tchatch. Voilà. Si vous cumulez les deux,
vous avez un ersatz d'intelligence, hein, que Macron déroule à merveille. Oui, alors, il y a une chose qui nous protège malgré tout, hein, c'est quand même tous les contre-pouvoirs qui existent dans cette République. Bon, si faibles peuvent-ils être? Bon, d'abord, il n'est pas dans la situation du dictateur, hein, qui peut tout faire sans rendre compte de rien à personne. Bon, il a quand même un gouvernement dans le cadre d'une cohabitation plus ou moins installée. Bon, il a un Premier ministre bon, qui recule, mais qui quand même pousse toujours un petit peu les choses, hein, qui tient aussi un discours sur la défense, qui n'est pas très éloigné, mais qui est quand même pas tout à fait le même. Voilà. Et puis, il y a toujours Bruno Retailleau, hein, qui est en soi, évidemment, j'allais presque dire, de fait, un contre-pouvoir. Oui, Voilà. mais Bon. Michel Retailleau tient qu'à un fil. Macron est inamovible jusqu'en 2027. Ah oui, oui, là, je pense que d'abord, il a réendossé le costume du président à l'international, hein, ce qui est quand même la grande caractéristique de la Ve République. Donc, il est dans le personnage de Gaulle, il est dans le personnage de Gaulle, voilà. Donc, il est dans les fondamentaux de Gaulle, hein, la patrie, la défense du territoire, l'indépendance nationale, la dissuasion nucléaire, voilà, Et vous qu'il prend. savez, Michel, quand vous dites que son pouvoir est limité, certes, qu'il y a quelques contre-pouvoirs, je suis d'accord avec vous. Maintenant, Conseil constitutionnel, Conseil d'État sont pratiquement tous, sinon à sa botte, en tout cas bien dans ses pas. Hein. Ça, c'est la première chose. La presse, les deux séquences, les deux fréquences qui ont été éliminées par l'Arcom, c'est pour remplacer des médias à sa botte aussi. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer un terrain où, à la limite, il fait la loi. Hein. Il fait la loi au niveau médiatique. Il a Bruxelles aussi en tout cas pour le moment encore, derrière lui. Donc le petit contre-pouvoir de Bayrou, à mon avis, pèse pas très lourd. Peut-être un peu en ce moment, mais il va pas peser lourd longtemps, je pense. Non, Je crains, je crains. ce qui est aussi problématique, c'est que finalement, il est évident qu'il se sert de la France pour diriger l'Europe, hein, et notamment de la dissuasion nucléaire, hein. Je l'écoutais encore face à des militaires, je crois que c'était hier, je ne sais plus dans quelle partie de France, mais bon, peu importe, voilà, il disait, nous sommes la première armée d'Europe, nous avons une dissuasion nucléaire qui est totalement française, donc on ne dépend de rien pour la constitution de cette dissuasion nucléaire. Voilà, donc il est effectivement dans ce désir post-République française qui est l'étape européenne. Voilà, avant de songer peut-être à plus, pourquoi pas, hein, et de viser le prix Nobel de la paix, hein, pour peu qu'il obtiendrait. Alors, j'ai cru Oh, voir. pourquoi pas il suffit de se reporter au dernier prix Nobel de littérature pour se dire qu'en fait, il peut avoir le prix Nobel de la paix un jour, hein, si c'est le même jury. Non, ce qui est très très grave, c'est on a, on a un monde qui me paraît être à la dérive intellectuelle et au niveau politique. Hein, j'étais en train de me dire, mais où sont les Talleyrand, Metternich, Kissinger, qui étaient de vrais diplomates, qui avaient une surface politique et intellectuelle considérable. Voilà. Où sont ces gens-là, hein, qui pourraient nommer un seul conseiller, même officieux, un seul conseiller qui serait là, hein, au plus près au plus près d'Emmanuel Macron. Je dirais même, Michel, sans remonter si loin et aussi prestigieux, on est bien d'accord, où sont les Védrines? Oui, aussi pour prendre peut-être, oui, un personnage contemporain. Oui, et même à la limite Dominique de Villepin, hein, Aussi. pourquoi pas qui, voilà. Donc encore une fois, euh,
la race des seigneurs politiques a disparu. Voilà. Et c'est quand même fort dommageable pour un régime comme la démocratie, qui est quand même toujours dans la tentation de la médiocrité. Parce qu'encore une fois, c'est le principe même de l'égalité mal comprise. Voilà. Bon, alors, on voit bien qu'il y a aussi un autre recul d'Emmanuel Macron, puisqu'apparemment, j'ai cru comprendre qu'il songerait maintenant non plus à envoyer des forces européennes pour protéger la sécurité de l'Ukraine, mais les forces de l'ONU. Voilà. Ce qui est quand même un dispositif beaucoup plus imaginable, concevable, même probablement difficile tout de même, que, évidemment, de faire arriver des Français, des Britanniques sur le front, même si ce n'est pas sur la ligne de front directement. Donc on voit bien, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, je dis ce qui me passe par la tête, je ne réfléchis pas, voilà. Après, peut-être je me rends compte que, évidemment, avec les réactions négative ou hostile, ah ben qu'il faut peut-être que je dise autre chose. Voilà, mais vous savez, ça me fait penser à deux autres personnages qui, à un moment donné, ne s'appartiennent plus. Dieudonné, Jean-Luc Mélenchon, voilà, sont des personnages qui, à un moment donné, Dominique de Villepin. oui, aussi, Il y a une aussi. dérive de Dominique de Villepin qui est spectaculaire. Voilà, alors c'est vrai que ces gens-là ne s'appartiennent plus. Alors, ils sont, s'il y avait encore d'ailleurs l'émission, ils sont débordés par leurs marionnettes. Voilà, hein. Ce sont des marionnettes, hein, qui décident, voilà, qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et l'ombre de ce qu'ils ont été. Voilà, voilà. Bon, donc je pense que on a raisonnablement raison d'être un petit peu inquiet, et d'autant que vous l'avez rappelé et nous partageons la même analyse, je ne vois pas ce qui pourrait faire disparaître Emmanuel Macron de la scène politique avant le terme de son mandat en 2027. Voilà. Bon, je suis même pas certain d'ailleurs qu'il soit dans la tentation de refaire une dissolution en juillet ou en août ou en septembre prochain, parce que bon, euh, la reprédominance de l'international sur les affaires internes, évidemment, joue en sa faveur, bien évidemment. Eh bien, écoutez, Michel, je crois que là, on a fait le tour et un excellent, excellent tour de la question, et je vous en remercie. Euh, donc, Est-ce qu'on peut faire un petit rappel, ah oui, un petit rappel sur notre dernière vidéo, hein, sur la guerre d'Algérie. Voilà. Alors, merci déjà à tous ceux qui ont regardé. Nous étions à 916 vues. Allez, encore un petit effort. Amenez-nous aux 1000 vues. Symboliquement, c'est important. Voilà, aux 1000 vues. Et puis, comme vous le rappeliez en introduction, Jean-François, quelques abonnements, ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros pour des gens comme nous. voilà. Les algorithmes se nourrissent avec délectation de ce genre de petites actions qui ne coûtent rien, justement. Alors, eh bien, Michel, le bulletin météo est vite fait, hein, beaucoup de vent aujourd'hui, en tout cas chez nous. Orage cet après-midi, et puis à Paris, je ne sais pas. Alors à Paris, ça avait à peu près bien commencé ce matin, mais le ciel s'est subitement couvert. Et alors, il est encore un petit peu lumineux, hein, le ciel est encore pas noir, mais il a commencé à pleuvoir. Voilà, donc Bon, il commence à pleuvoir. bien, mais Michel, restons à l'abri avec un bon livre. Peut-être relire Philippe Muret. C'est, chaque heure qui passe me signifie son actualité de plus en plus prégnante sur tous les sujets de la société. Alors bon, voilà, c'est une suggestion. Et Jung. Voilà, alors je vais quand même reciter deux, trois titres, alors en précisant que Jung, je parle de L'âme et la vie, hein, qui est un petit livre, voilà, je pense qu'on doit le voir à l'écran, on doit le voir à l'écran, voilà, qui est un tout petit livre de poche,
Voilà, Voilà. oui. Donc l'avantage, c'est qu'il ne coûte pas trop cher. Voilà. Deux, donc évidemment, mon livre sur Emmanuel Macron, qui est toujours sur Amazon Livre, hein, et d'ailleurs toujours en tête. Alors pas en tête des ventes, malheureusement. Voilà. Et puis alors peut-être, parce que j'avais fait une étude qui me paraît aussi très très actuelle, parce qu'elle était très très fouillée sur le conflit russo-ukrainien, donc un livre qui s'appelle Quand Poutine s'en va en guerre. Quand Poutine s'en va en guerre. Voilà. Aussi sur Amazon. D'ailleurs, peut-être qu'on fera peut-être un jour un point aussi Oui. sur l'affaire ukrainienne, voilà, qui est une Oui, je affaire pense internationale. on aura de la matière dans les jours et semaines qui viennent, parce que les choses se précipitent, les choses vont vite. Elles vont durer longtemps, mais les épisodes vont s'enchaîner. Ça va être une série très longue, avec énormément d'épisodes, je pense, pour se référer à la culture Netflix. Voilà. Michel, bonne journée à vous, bonne journée à tous, et à la prochaine. Bon samedi.